Bonjour et bienvenue. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Voici les titres donc de cette édition. Campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre au Sénégal. Le coup d'envoi est officiellement donné ce dimanche. 41 listes de candidats sont en lice, incluant des partis. Je voudrais aussi me féliciter de la jonction des forces que nous avons au niveau de Pékin pour constituer l'intercoalition Takku Wallu Sàmm Sa Kàddu. Monsieur le maire l'a dit, aujourd'hui cette force politique n'a pas d'égal sur l'échiquier politique sénégalais. C'est pour ça que nous n'avons aucune crainte par rapport à ce que nous avons en face. En vérité, nous n'avons pas d'adversaire, parce que l'adversaire du pouvoir aujourd'hui, ce sont leurs promesses que le pouvoir avait tenues avant d'accéder à l'exécutif. L'adversaire du pouvoir, ce sont les VAR qui sont là et qui rappellent toutes les promesses non tenues, tous les engagements qui aujourd'hui font défaut. L'adversaire du pouvoir, c'est la cherté de la vie. L'adversaire du pouvoir, c'est l'insécurité. L'adversaire du pouvoir, ce sont les jeunes qui en masse désertent notre pays pour aller mourir en mer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'espoir dans ce pays-là. Et je crois qu'aujourd'hui, le 17 novembre, on a l'occasion de réorienter le cap. On a l'occasion de changer de gouvernement. Parce que ce que nous visons, c'est la cohabitation et c'est bien possible. Parce que les populations sénégalaises se rendent compte aujourd'hui qu'elles avaient fait le mauvais choix. Et ce choix-là peut être corrigé à l'occasion des élections législatives qui, une fois la cohabitation acquise, nous permettra de redresser la barre avec toutes les ressources humaines qu'on a dans cette belle intercoalition pour que le Sénégal connaisse enfin le développement qu'on avait amorcé déjà et aujourd'hui qu'on avait déjà vu les rampes. Et ces rampes malheureusement sont en train d'être sapées par les mauvais choix qui sont aujourd'hui faits par les gouvernants qui sont actuellement dans l'exécutif. Jadis,
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour Maître Malick Sall, qui a appelé à voter pour PASTEF lors des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Dans un communiqué parvenu à la rédaction, l'ancien collaborateur de Macky Sall informe qu'après la rencontre du 16 octobre 2024 avec la coordination du PASTEF de Matam, à leur demande, une délégation des amis de Maître Sall a été reçue par le pôle contact et accueil des alliés du directeur de campagne du PASTEF à son siège sur la VDN le 23 octobre 2024. Ces deux rencontres ont montré chez les deux parties un attachement fort à la stabilité, à la sécurité et au développement inclusif de notre pays, le Sénégal, et une volonté d'unir leurs forces au service de nos populations. C'est pourquoi Maître Malick Sall et ses amis, convaincus que l'intérêt supérieur de la nation passe avant celle des groupes et des individus, ont décidé de soutenir la liste de PASTEF aux élections du 17 novembre 2024. Transhumance donc vers PASTEF, parlons-en. L'APR déplore et appelle ses militants à la vigilance et à la fermeté dans un contexte de tension politique. Dans un communiqué, le secrétariat exécutif national de l'APR rappelle les recommandations de l'ancien président de la République Macky Sall qui, en quittant le pouvoir le 2 avril 2024, avait encouragé ses partisans à rester dignes et engagés en agissant dans le respect des institutions de la République, des principes démocratiques et de l'éthique républicaine. Face aux tentatives de débauchage qu'elle impute au PASTEF, l'APR déplore ce qu'elle considère comme une campagne de transhumance visant à affaiblir ses rangs. Selon le communiqué, le PASTEF aurait orchestré un processus de déstabilisation par l'arrestation de leaders et de candidats de l'opposition, suivi d'une vaste campagne de débauchage de responsables et élus de l'Alliance pour la République. Dans cet appel à la résistance, l'APR incite ses membres à rester debout pour la défense de la République et de la démocratie tout en insistant sur l'importance de la loyauté des militants envers la coalition Takku Wallu Sénégal. Toujours en politique, la possibilité d'organiser un débat entre Ousmane Sonko et Amadou Ba occupe depuis quelques jours l'actualité. Et si le Conseil national de régulation de l'audiovisuel interdit la diffusion d'une telle émission dans le cadre de la présente campagne électorale, le journaliste Issa Thioro-Gueye s'interroge sur la possibilité ou non de contourner cette interdiction. Amadou Kanté nous en dit plus. Tout est parti de la sortie de l'ancien Premier ministre Amadou Ba pour répondre aux accusations de falsification des chiffres des finances publiques avancées par le gouvernement du Sénégal. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. Peu de temps après cette sortie, Ousmane Sonko rebolote. L'actuel Premier ministre invite l'ancien à un débat public pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Amadou Ba accepte de relever le défi. L'école d'art oratoire se positionne pour organiser le face-à-face. Mais le Conseil national de régulation de l'audiovisuel s'interpose. Le CNRA s'arme de l'article LO 135 du Code électoral qui lui confère plein pouvoir pour l'organisation de débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires et l'article 8 de la loi portant création du CNRA pour refuser la tenue de ce débat durant la campagne électorale. Ce débat était pourtant parti pour être un tournant majeur de la démocratie sénégalaise après celui de 1978 entre Moustapha Niasse et Mazmoud Diop. Beaucoup de Sénégalais apprécient l'idée à telle enseigne que le journaliste Issa Thioro-Gueye se demande s'il n'est possible de contourner cette interdiction du CNRA. Il pose ainsi une interrogation en partant du fait que beaucoup de pays ont réussi à mener des débats politiques en dehors des cadres stricts de régulation, tout en garantissant l'équité et la transparence pour les électeurs. Les États-Unis, avec l'exemple
principe des débats Town Hall accessibles en streaming en France par des chaînes de télévision privées telles que TF1 ou France 2 et au Royaume-Uni par des chaînes comme BBC, ITV et Sky News. S'inspirant de ces pays, Issa Thioro s'interroge sur la possibilité d'organiser un débat entre Ousmane Sonko et Amadou Ba dans un studio privé. Une diffusion via une plateforme en ligne ou un système prépayé pourrait non seulement, selon lui, contourner les restrictions du CNRA, mais aussi atteindre un public plus large en profitant de la montée en puissance des plateformes de streaming et des réseaux sociaux. Amadou Kanté, parlons d'un leader de l'opposition actuelle récemment qui a rallié donc la mouvance présidentielle, en l'occurrence Déthié Fall, qui revient donc sur les raisons de sa démission de la coalition Sàmm Sa Kàddu. Il soutient d'ailleurs avoir annoncé son départ de ladite coalition avant même sa rencontre avec le président de Pastef Ousmane Sonko. De plus, dit-il, il avait commencé à faillir à ses devoirs au sein de la coalition Sàmm Sa Kàddu. Déthié Fall était hier l'invité de l'émission Face à MNF. Je vous propose une réaction. Lors de ma rencontre avec Ousmane Sonko, on n'a jamais abordé le sujet de ma démission. Comme je l'ai déjà dit, j'ai intégré la coalition parce que je suis resté 6 mois sans avoir de contact avec lui, alors qu'on s'achemine vers des élections et mon parti ne pouvait pas ne pas participer à ces élections. J'étais gêné de devoir linga xamni tay bob ba tay manqué daw war jakarlo ak ñom pour engager les critiques. Je devenais de plus en plus gêné. J'ai annoncé mon départ à un de mes camarades de la coalition Sàmm Sa Kàddu. Je lui ai dit que je ne pouvais plus rester dans la coalition. Et ça, c'était avant ma rencontre avec Ousmane Sonko. Je me sentais gêné parce que je commençais à manquer à mes engagements au sein de la coalition. À poursuivre de la réaction donc de Déthié Fall traduit par Matar Bari. Nous allons donc revenir sur la sortie récente du président de la République Bassirou Diomaye Faye, notamment sur le point relatif au cas Samba Ndiaye. Selon l'analyste politique Hassan Samb, Diomaye Faye, à travers donc cette posture, veut montrer à l'opinion qu'il a pris ses responsabilités et qu'il veut se départir du parti Pastef dans ses prises de décision. Je vous propose de suivre donc la réaction d'Hassan Samb qui a été joint par Momar Cissé. Donc il a voulu montrer qu'il reste le président de la République, élu par tous les Sénégalais et qui entend se mettre au service de ces derniers. C'est à ce propos justement qu'il n'a pas du tout cédé à la clameur publique en revenant sur sa décision de nommer Samba Ndiaye, ce qui serait un précédent dangereux parce que ça pourrait montrer qu'il y a un contrôle direct de la rue sur effectivement la gestion de l'État, et à chaque fois que donc des décisions sont prises, cette même rue peut effectivement ruer sur les brancards et orienter les décisions dans le sens souhaité. Estimons en effet que cette posture est celle-là que nous attendions. Il va de soi que, effectivement, dans ce cadre-là, le président ne saurait effectivement avoir un chef, quel que soit le mérite de ce dernier dans sa nomination, dans son élection. Et bien sûr, nous avons entendu un président qui a voulu non seulement assumer son rôle de chef de l'État, mais qui a voulu également sauver les institutions de la République. Alors, on avait même senti avant le démarrage donc de cette campagne de l'électricité dans l'air. Nous allons justement parler de la violence physique et celle dite verbale qui n'ont pas leur place dans la sphère politique de la vie des acteurs de la société civile. Il faut les bannir.
La RADDHO, Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits humains, entre autres, réclament aussi la participation de Bougane Gueye Dany à la campagne électorale et demandent la libération de Cheikh Sadibou Keïta, président du mouvement Force. Selon ces acteurs, la liberté de circuler doit être garantie donc sur toute l'étendue à tous les acteurs sur toute l'étendue du territoire national. C'est un récit signé Momar Cissé. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a lancé un message aux acteurs politiques pour des élections législatives sans violence dans un contexte où l'on note une violence verbale teintée de colibé. La société civile s'est jointe à cette déclaration, alors que la campagne pour l'élection législative du 13 novembre 2024 démarre ce dimanche. La Ligue sénégalaise des droits humains, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Africa Jom Center, article 19, Amnesty International appelle ensemble des acteurs politiques à œuvrer pour l'installation d'un climat politique apaisé favorable à la tenue d'une élection libre et paisible conformément à la longue tradition démocratique du pays. Dans un communiqué rendu public, ces acteurs de la société civile insistent sur le fait que la violence physique et la violence verbale doivent être bannies. Ils ne sont pas indifférents quant à la situation de Bougane Gueye Dany, membre de la coalition Sàmm Sa Kàddu. Ces acteurs plaident pour une participation des candidats investis actuellement en détention pour diverses infractions pénales, notamment Cheikh Sadibou Keïta. Ils doivent être remis en liberté pour leur permettre de participer à chance égale à la campagne électorale, selon ces membres de la société civile. Les signataires rappellent aussi que le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, le droit de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes au suffrage universel et égal, au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs, sans restriction déraisonnable, sont garantis par la Constitution du Sénégal, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, de traités dont l'État du Sénégal est partie. Place maintenant aux fortes pluies notées ces derniers jours et leurs dégâts. Pour en parler, nous prenons la direction de Fouladou où les difficultés sont énormes. Les fortes pluies ont infligé un sacré coup à l'économie dans cette zone du pays. Le secteur du commerce est pratiquement à genoux et les acteurs ne savent plus où donner de la tête. C'est une correspondance de Bekay Cissé. Des parapluies pour prévenir la pluie. Elle peut tomber à tout moment. Voici le syndrome auquel les Koldois sont confrontés. Il pleut à tout moment, mais c'est la volonté divine. Nous n'y pouvons rien du tout. Sadio s'en remet à Dieu, mais se soucie tout de même de son activité commerciale. Il pleut beaucoup ces temps-ci et parfois à longueur de journée. Une situation qui impacte sur l'économie locale. Les activités commerciales ne marchent pas bien en hivernage. En saison sèche, on gagne parfois 5 000 francs. Mais actuellement, nous peinons à avoir même 2 500 francs. Dans cet atelier de menuiserie, les activités marchent au ralenti, comme ailleurs dans la ville. Ces ouvriers sont perturbés par la fréquence des pluies. La pluie, quand on vernise, ça se passe pas très bien. Et on travaille l'électricité, le courant, on n'ose pas allumer la machine avec une forte pluie comme ça. Cependant, la plupart sont obligés de travailler car pour eux, les intempéries ne doivent pas freiner leur ardeur, mais aussi doivent respecter les délais donnés aux clients. On attend jusqu'à la pluie arrête, on commence le boulot. Et pas les clients, ils demandent est-ce qu'on pourra respecter le délai avec la pluie. Il y a des gens qui comprennent, ils disent il n'y a pas de problème. Des pluies par intermittence à longueur de journée. Voici le décor déjà campé en ville, contrairement dans le monde rural, où la joie des enfants est énorme en cette période.
Nous restons toujours dans la zone sud tout en changeant de région. Les populations de Ziguinchor vont pouvoir pousser un ouf de soulagement. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a présidé le lancement de la 3e phase du programme national d'éclairage à public solaire. Ce projet qui prévoit l'installation de 150 000 lampadaires solaires supplémentaires ambitionne de réduire les factures d'électricité, d'améliorer la sécurité dans les zones rurales. Suivons donc ces propos au micro de Sambou Diansaro. Le programme d'éclairage public est bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Il représente un véritable projet de développement humain visant à améliorer la sécurité, la qualité de vie et les opportunités économiques de nos concitoyens, en particulier dans les zones rurales. C'est dans cette optique que le gouvernement s'est engagé à poursuivre cette dynamique convaincue que l'accès à l'énergie est un droit fondamental pour tous. Grâce à l'implication de nos partenaires financiers et à une mise en œuvre rigoureuse du programme, 118 430 lampadaires ont été installés dans plusieurs communes. Avec le lancement de cette 3e phase, nous inaugurons une nouvelle ère qui prévoit l'installation, comme le disait tout à l'heure encore monsieur le directeur général, 150 000 lampadaires solaires supplémentaires pour pallier les déficits constatés dans certaines régions du pays. Avec la mise en place d'une usine de fabrication de lampadaires solaires à Kaolack, facilitera la création d'emplois directs et indirects et la réduction significative des coûts d'acquisition grâce à une production locale, tout en favorisant le transfert de compétences et de technologies. Parlons donc de l'insémination artificielle. Pour en savoir plus, nous allons nous rendre au Hara national à Kébémer. La santé animale assez primordiale sur les lieux avec des équipes qui s'activent dans le traitement de la filière équine. Selon des études menées, 500 à 600 poulains dotés d'un centre d'insémination artificielle. Le Hara national a été renforcé par l'importation du pur sang. Selon les chiffres du ministère de l'élevage, la production tourne autour de 500 à 600 poulains à travers l'insémination artificielle. C'est un travail de Grégoire Sambangom et de Papa Diop. Le Hara national, cet établissement public à caractère administratif, s'active dans le développement de l'élevage et des activités liées au cheval. Parmi elles, l'amélioration génétique, autrement dit l'insémination artificielle qui se fait sur les lieux en 3 étapes. D'abord, la récolte. En insémination artificielle, avec l'éjaculat d'un seul étalon, on peut inséminer 10 à 15 juments. Sur notre route, Maria Chantal, une jument en chaleur qui se dirige vers la salle de reproduction. Ici, elle est rejointe par un étalon, le début du processus. Tout cela nécessite, mais il faut que la jument soit en chaleur. Autour du mannequin, d'être utilisé dans cette phase. On a un vagin artificiel. C'est à l'aide de cet appareil qu'on récolte la semence. On a 2 couches de capote, une capote souple et une capote dure. Donc la capote souple, elle est interne, lubrifiée pour faciliter l'entrée de la verge. À l'étalonnier de décider de la température, puis direction le laboratoire où la semence est filtrée. Nous sommes à la phase 2, le conditionnement. À partir de cette quantité, on pourra savoir combien de juments on va inséminer. Donc pour une dose de semences fraîches, il faut au minimum 200 millions de spermatozoïdes pour une jument. Tout cela grâce au spectrophotomètre qui permet de calculer. Le spermogramme est primordial avant de passer à la dernière étape, l'insémination proprement dite. Mais avant cela, il y a un préalable. Il faut faire un suivi folliculaire. Il faut avoir au minimum un follicule qui a la taille de 35 mm. Une échographie s'impose afin de savoir si la jument n'a pas de pathologie. Il vient au niveau de la matrice, vous avez vu, c'est comme une coupe d'orange. Une jument qui est en chaleur, la matrice se présente comme ça. Donc on a une jument qui a un follicule de 38 mm. Donc elle pourra être inséminée. Après, c'est le débourrage
Donc il va enlever les crottins au niveau du rectum parce que l'échographie se fait endorectale. Il passe par le rectum pour pouvoir visualiser l'utérus qui se trouve en bas. Puis, on passe à l'acte. Au lieu de passer par le rectum, il va passer par les voies génitales, puis traverser le col et déposer la semence au niveau de l'utérus. Il faut avoir 10 ml de semence, maximum 15. Ici, l'insémination est à congélation avec une double dose, ce qui représente 400 millions de spermatozoïdes. Insémination effective, la jument reste sous observation pour voir le processus de gestation. L'État du Sénégal, pour permettre d'avoir des chevaux disponibles pour les courses hippiques, a importé des étalons. Actuellement, ils sont parvenus à produire 500 à 600 poulains à travers l'insémination artificielle. Il y en avait 300 il y a 2 ans. Toute cette politique a permis de mettre en place une microéconomie et une démocratisation de la semence génétique permettant de vendre les poulains de 500 000 à 30 millions de francs CFA. Un dossier signé Grégoire Somangom et Papa Diop qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Dans quelques minutes, à peu près une trentaine de minutes, je reviens pour le journal en Wolof. Mais d'ici là, restez avec nous. Excellente journée à toutes et à tous.